Nous sommes en compagnie ce matin de notre chroniqueur, l'avocat Patrick Klugman. Bonjour Patrick. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Alors vous vouliez revenir, cher Patrick, sur le procès des attentats de janvier 2015 dans lequel vous représentez, on le sait, un grand nombre de victimes. On a du mal à suivre parce qu'il a été une première fois suspendu. Le procès, il ne devrait pas déjà être fini ? Tout à fait, chérie Lana. Ce procès a été reporté une première fois à cause du Covid, était convoqué en fait du 2 septembre au 13 novembre, et donc nous aurions dû avoir un verdict le 13 novembre. Bon alors que s'est-il passé exactement ? Eh bien même si nous sommes tous masqués, y compris au procès, et malgré un protocole sanitaire strict, le Covid a frappé le principal accusé, Ali Reza Polat, le complice présumé de Koulibaly. Et alors, ça fait déjà plus de 3 semaines, tout cela alors que les parties civiles avaient déjà commencé à plaider. D'ailleurs, une anecdote me revient. On se souvient que son avocate, Isabelle Coutempère, avait fait une insinuation honteuse en demandant à tous les avocats qui étaient absents le jour de Kippour de se faire tester car ils allaient semer la maladie simplement parce qu'ils allaient à la synagogue où ils pouvaient y aller ce jour-là. Alors, je lui ai fait remarquer l'autre jour que l'histoire est facétieuse, car c'est finalement son client qui a été frappé, et durement. Et au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Ali Reza Polat, on ne peut pas suspecter qu'il fréquente le culte israélite en détention. Et par ailleurs, Patrick, vous voulez soulever un problème, quel est-il ? Le problème, c'est que la comparution d'un accusé aux assises est à la fois une obligation et un droit. Et après 3 semaines d'interruption, la panique a commencé à gagner la cour, qui avait besoin de d'autres salles d'audience pour d'autres affaires. Sans parler que nous commençons à atteindre les seuils autorisés par la loi en termes de détention provisoire, c'est-à-dire de détention avant que les accusés soient jugés. Bon, Patrick, que s'est-il passé pour qu'il puisse être réglé ce problème, justement ? L'enfer, Ilana, est pavé de bonnes intentions. Alors le téléphone, apparemment, a beaucoup sonné entre le PNAT, le parquet antiterroriste, le président de la cour d'assises et le ministère de la Justice. Et nous avons appris par mail, le 19 novembre, que, au miracle, une ordonnance du garde des Sceaux, un décret, avait été prise le 18 novembre pour permettre qu'en cas d'urgence sanitaire, sans l'avis des parties, de décider que l'accusé qui ne peut comparaître parce qu'il est malade pourrait suivre les débats en visioconférence micro-coupée depuis sa prison. En gros, une ordonnance de circonstance dont le président de la Cour voulait faire immédiatement usage. Donc c'est formidable. Non, c'est catastrophique. La défense a hurlé en dénonçant une atteinte aux droits les plus fondamentaux, le droit pour l'accusé d'être là pour échanger avec son conseil, pour pouvoir s'exprimer devant la Cour. Surtout, il s'agit d'un changement des règles du jeu en cours d'un procès et qui en plus restreint les droits d'un accusé qui encourt la perpétuité. Enfin, il y a une atteinte à la séparation des pouvoirs, l'exécutif empiétant sur le judiciaire. Et c'est vrai, il faut remonter à Vichy pour voir cela se produire. Et tout cela, en réalité, Patrick, c'est le souci davantage de la défense, pas des parties civiles qui veulent, elles, j'imagine, que le procès aille à son terme, qu'un verdict soit enfin rendu. Détrompez-vous, Ilana. Tout le monde veut que le procès aille à son terme, y compris parce qu'il y a des gens dans le box qui veulent absolument faire savoir qu'ils ont un rôle mineur et être jugés en tant que tels. Et surtout, nous, les parties civiles. Quand on demande justice, on ne peut pas détourner le regard de comment elle est rendue. Et nous avons le souci de la sécurité juridique de ce procès, qu'il ne soit pas annulé par la Cour de cassation et qu'il faille donc tout recommencer à zéro. Nous sommes les garants de son efficacité. Et donc nous avons dénoncé cette manœuvre pour sauver le procès et non pas pour le couler. C'est la raison, malgré les intérêts antagonistes, opposés entre nous-mêmes, les parties civiles et la défense, tous les avocats, ou quasiment tous les avocats de ce procès, près d'une centaine, ont unanimement demandé au président de renoncer à faire application du texte de l'ordonnance et de renvoyer à 1 semaine, le temps que le Conseil d'État se positionne sur la validité de ce nouveau texte et que l'état de santé éventuellement permette à l'accusé de revenir. Et aujourd'hui, concrètement, que va-t-il se passer à présent ? Eh bien, Lana, rendez-vous lundi prochain, pour ce que nous espérons, et après 4 semaines de faux suspense, de faux départ, être la reprise du procès dans des conditions dont nous ignorons encore tout, car on ne connaît pas l'état de santé de l'accusé, ni la valeur de l'ordonnance que le président veut utiliser s'il est toujours malade. Et on suivra évidemment ce dossier, on vous sollicitera évidemment, Patrick. Par ailleurs, on a encore quelques minutes, j'aimerais vous faire réagir par rapport à cette proposition de loi qui a été très controversée, qui a été adoptée finalement hier à l'Assemblée nationale, la loi sur la sécurité globale. Qu'est-ce que vous
en pensez? Est-ce que pour vous, ce texte était nécessaire aujourd'hui? Le texte n'était pas nécessaire et le gouvernement s'est retrouvé pris au piège de devoir tellement effacer ce qui était les prémices initiales d'un texte qui était vraiment scandaleux, qu'il a maintenu le texte pour maintenir le principe et notamment sur l'interdiction de filmer les policiers, tout en le vidant de son contenu le plus problématique. Mais les tensions n'ont pas disparu et la manifestation qui a eu lieu... Manifestation très violente, ils ont essayé notamment, les policiers ont essayé de vider la place de la République. Voilà, la place de la République qui était envahie entre guillemets par des migrants sous l'impulsion aussi de l'extrême gauche. Oui. Bien sûr, mais on veut bien croire qu'un piège a été tendu à la police par des organisations radicales. Mais depuis quand la police est obligée de tomber dans les pièges qu'on lui tend? Et en attendant, il y a bien eu un exercice disproportionné de la force, à la fois sur des migrants, peut-être instrumentalisés ou manipulés, et sur des journalistes, même si certains étaient des militants. Et tout le monde, y compris le ministre de l'Intérieur, a dénoncé un manquement à la déontologie policière, un manquement à la règle, et alors qu'on le débat dans le cadre de la loi de la sécurité globale, la capacité ou non de filmer les forces de l'ordre en cas d'abus. Donc là, on voit bien tout le malaise qui se fige autour de cette loi, au sujet d'un débat qui n'est pas exactement le même, qui était une manifestation de migrants. Merci beaucoup Patrick Lugman pour toutes ces précisions. On vous retrouve évidemment mercredi prochain, on l'espère, en studio.